Farida, un commentaire? Tout est dit. Ouais, tout est dit. Question pour Farida. Question de Skadi. Vous qui aviez trouvé en la personne de LLP, donc le libre penseur, alias Salim, un ancien soutien de la JRE, comment interprétez-vous aujourd'hui cet autisme sélectif du docteur marseillais? Alors, il a constaté qu'il y avait un autisme sélectif. C'est-à-dire, Et il fait partie des sites très proches de Dieudonné qui, depuis le mois d'octobre dernier, ne relaient plus nos informations ni notre existence. Il y a des ordres qui ont été donnés de nous appliquer la politique de l'édredon, et il faut croire que le site du libre penseur fait partie de ceux qui l'appliquent, mais il n'est pas le seul. Vous avez aussi le site de Civitas. justement, il y a une question aussi par rapport à... Forcément. Et puis, on a vu aussi le Salon Bêche se désintéresser beaucoup de la FAPEC et de ce combat que nous menons pour les enfants. Donc, il faut demander à Salim Laibi la raison pour laquelle il a décidé d'arrêter de diffuser notre travail et les raisons qui le motivent aujourd'hui à faire partie de ceux qui boycottent la FAPEC. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas fait attention, mais depuis quand? Vous avez une date précise Oui, du ça moment date où du il a arrêté putsch. de relayer? Ah, du putsch. Oui, ça date du putsch. D'accord. Mais je pense que ça a posé beaucoup de problèmes à Salim Laibi que ce putsch-là. Et la seule chose qu'on peut regretter encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas eu de débat. Moi, je l'ai contacté à plusieurs reprises. J'ai été calomniée dans le cadre de ce putsch d'une manière absolument extraordinaire, puisque on a été jusqu'à dire, vous vous souvenez mon père, que j'étais lesbienne. Non. Oui. Gérontophile, bisexuelle, que j'aurais commandité le crime d'un membre de la JRE, que j'étais sioniste, ça va sans dire, sorcière aussi, que je pratiquais la sorcellerie. Un vrai Donc, parrain. Donc ça a pu perturber quelques âmes, et peut-être que l'âme de Salim Laibi a été touchée par les calomnies. La seule chose qu'on peut lui demander, c'est que qu'il me contacte pour en savoir plus sur tous les points que je viens de citer. Très bien. Bah, le message est lancé. Hein. À quand la journée de la fidélité dont il avait été question sur le site de la JRE? Oui, c'était une très belle idée, la journée de la fidélité. Et puis comme on a été l'objet d'attaques incessantes, tant du pouvoir que d'une partie de la dissidence, on va l'appeler la dissidence business. Mon Dieu, je vais encore me faire... Donc comme on a été extrêmement attaqué par de nombreux adversaires, eh bien nous avons pas eu les moyens en temps et en énergie, parce que cette journée de la fidélité ne coûte rien. C'est ça qui était beau dans cette idée, c'est qu'il était possible justement de contrer des propositions qui veulent conduire la population à l'adultère, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, de nombreuses publicités qui proposent l'adultère comme mode de vie. Non, mais on a le cas de la publicité pour l'agence, ouais, on va pas lui faire de la pub, Non, mais bon, voilà. l'agence qui promeut les infidélités, d'un côté, Voilà. qui a été autorisée par la RATP, et de l'autre côté, le cas de l'affiche des prêtres, là, qui a été boycottée, carrément censurée par la RATP. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous avez suivi un petit peu? Il n'y a rien de très surprenant, quoi. Hein, que ce soit boycotté, c'est une non-information, quoi. Hein. C'est évident que ça devait être boycotté. Hein. Donc cette journée de la fidélité, pour répondre à cette jeune dame, on aurait bien voulu l'organiser, mais les feux ayant été tirés de toutes parts contre nous, on s'est retrouvé à abandonner l'organisation de cette journée. C'est bien dommage, hein, parce qu'elle était justement en réponse à ces incitations permanentes à l'adultère, mais il n'y avait pas seulement comme objectif de cibler l'adultère, nous avions aussi la volonté de mettre en avant la fidélité à la parole donnée, la fidélité aux ancêtres, la fidélité à Dieu, la fidélité sous toutes ses formes.
Mais pour cela aussi, il faut pouvoir travailler en paix et ne pas être isolé. Et dans l'isolement, de surcroît, ne pas être systématiquement la cible de toutes les attaques. Très bien. Et comment ça se serait formalisé? Bien ce que nous aurions souhaité, que dans toute la France, il y ait justement une journée consacrée, que ce soit en famille, dans le quartier ou à une échelle plus grande, comme l'échelle régionale, justement, à des rassemblements qui avaient pour mot d'ordre, justement, la fidélité sous toutes ses formes. Très bien. Question de Brahim. Que pensez-vous de l'étrange rapprochement d'Alain Escada avec Égalité et Réconciliation, ainsi que des diverses divisions dans la dissidence? Bon, même si vous en avez parlé un petit peu. Je ne sais pas trop quoi répondre sur... Moi, j'ai pas trop fréquenté Alain Escada, je l'ai un peu connu. Moi, je peux y répondre. Oui, allez-y, répondez. Eh bien, écoutez, ce que j'en pense, c'est que Alain Escada s'est fourvoyé dans une impasse qu'il aura probablement l'occasion malheureusement de regretter, parce que c'est une impasse, et qu'il a fait le choix d'une politique à court terme pour obtenir de l'audience. C'est le problème de la stratégie monopolistique des gros dissidents. C'est-à-dire qu'ils mettent tout le monde dans la situation de se soumettre ou de se démettre. Et M. Alain Escada s'est soumis à Égalité et Réconciliation pour pouvoir lui aussi avoir une tribune qui lui permette de toucher les cœurs au-delà de son petit milieu vieillissant de surcroît. Il avait besoin d'avoir une tribune qui le projette sur des populations plus jeunes, en particulier de jeunes athées ou de jeunes égarés, comme il le dirait lui-même, auxquels il pourrait adresser le message qui était le sien. Et il a misé sur cette tribune, alors même que cette tribune, en vérité tenue par le personnage qu'on connaît, se moque totalement du christianisme, puisque à Égalité et Réconciliation, moi je me souviens, vous n'aviez même pas pu y faire une messe, parce qu'on vous avait préféré, on avait préféré à vous quelqu'un comme le nomade patriote, qui est un dissolu sur le plan du comportement. C'est quoi cette sorte de messe? Il devait y avoir une messe qui devait avoir lieu normalement à l'Assemblée Générale de R. PACA, en et juin dernier. Voilà. Et au dernier moment, j'ai appris que devait venir le nomade patriote, qui est un homme qui, non pas seulement dans sa vie privée, mais publiquement affiche de nombreuses... il se dit professeur il est professeur en quoi? En striptease, il fait des numéros assez... Qui se terminent partout. Voilà. C'est lui qui a fait une messe? Non. Moi, je devais faire une messe. Et quand j'ai appris ça, donc j'ai vu un peu avec Égalité et Réconciliation, en disant, moi je ne peux pas assurer la messe dans ces conditions-là, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, ça a été le clash avec... Ça a été que nous étions des agents de la police de la Braguette. Parce qu'on ne pouvait pas s'afficher avec quelqu'un qui public, surtout, couchait avec sa femme en public dans des photos affichées sur le net, qu'il s'affichait en mini-jupe maquillée, qui faisait le trottoir dans la rue, qu'il organisait des cours de striptease qui se terminaient en partouze. Donc nous avons à ce moment-là, vous vous en souvenez, prévenu la direction d'Égalité et Réconciliation, et nous avons été reçus encore avec une levée de bouclier. On s'est fait insulter. Nous de parle tous de les haut, noms. toujours, nous parle de haut, bien sûr. Hein. Et puis, nous parle de haut, toujours. C'est terrible. Voilà, donc on n'avait pas pu assumer la présence du nomade patriote, et dès lors, on a été tout de suite blackboulé, et c'est comme ça que... Alors moi, chez M. Escada, il y a une chose que je ne comprends pas. Écoutez, c'est pas pour porter les jugements, mais je ne comprends pas, parce que j'ai entendu, concernant M. Alain Soral, parce que j'ai lu dans des questions ici, j'ai entendu M. Alain Soral, j'aimerais là aussi pouvoir tirer au clair un certain nombre de choses, parce que j'ai entendu l'interview avec Franck Abed. Voilà. Franck Abed interviewait Alain Soral. J'ai trouvé Alain Soral d'ailleurs au ton... Je n'ai pas aimé son ton, c'était le tutoiement de rigueur, c'était une espèce un parler, moi j'aurais pas accepté ça 10 minutes, hein, le parler là, ça se serait mal passé. Bon, il lui parlait très mal, et surtout, plusieurs fois, il a dit que, si j'ai bien compris, je me suis peut-être trompé, hein, qu'il n'était pas catholique, et qu'il n'avait pas de lien avec l'Église catholique. J'ai bien compris ça. Et maintenant, nous voyons Alain Soral comme voulant représenter tous les catholiques, si j'ai bien compris, dans un débat...
avec 3 personnalités, dont lui, qui représente tous les catholiques. Alors je ne comprends pas, Monsieur Soral, est-il catholique, n'est-il pas catholique? Quel est son lien avec l'Église catholique? J'avoue ne plus rien y comprendre. On y perd son latin, comme on dit. Alors j'aimerais avoir quelques éclaircissements, si on pouvait m'en donner. Le terme précis de sa bouche, c'est il est helléno-chrétien. Oui, mais enfin, il était très méprisant vis-à-vis de l'Église catholique dans ses propos à Franck Abed. Je renvoie vos internautes j'ai vérifié, ça existe toujours, ça doit être à la 50e minute à peu près, dans le documentaire de Franck Abed rencontrant M. Soral. On se rend compte que M. Soral ne se sent absolument pas représentant et représenté de l'Église catholique. Alors je ne comprends pas toutes ces... Je ne comprends pas. C'est un mélange d'étiquettes que je ne saisis pas. Voilà, alors, maintenant, vous la transformez en chevalier Bayard. Je ne comprends pas. Et pour terminer avec Alain Escada, moi je déplore qu'il ait pris cette voie parce que dans cette voie, il ne trouvera pas de conversion à faire. Je connais bien la problématique. Et je crois encore une fois qu'il a sacrifié, parce que le putsch ayant été ce qu'il a été dirigé par Albert Ali et Alain Soral, il a été dans l'obligation de rompre avec moi une deuxième fois, je dirais, après l'affaire des Chrétiens d'Orient, où nous en étions simplement restés à une discussion amicale dans laquelle il avait finalement pas trop participé parce qu'il n'a pas voulu se mouiller, mais définitivement il a rompu ses liens avec la FAPEC et nous, parce que Soral lui a donné l'ordre de me boycotter et qu'il s'y est soumis à cet ordre. Et quand j'ai envoyé, on va dire, des intermédiaires pour savoir à quelles conditions je pouvais rétablir mes relations avec Alain Escada, toujours au profit de la cause des enfants, parce que j'avais vécu quand même sans Alain Escada pendant 55 ans, donc je pouvais recontinuer ma vie sans lui. Mais du point de vue de la convergence, il me paraissait important que nous puissions reprendre ces relations qui avaient été excellentes à l'origine, et que je ne comprenais pas pourquoi subitement, à l'ordre de Alain Soral, celui-ci effectivement se démette. Bien, eh bien, la réponse que j'ai obtenue, c'est qu'il fallait, pour pouvoir revoir Alain Escada, que je présente mes excuses à Alain Soral. C'est-à-dire que je m'excuse d'avoir été victime du putsch qu'il a fomenté avec je ne sais qui. Quelle injustice, on va voir. Quelle injustice. Donc c'est mettre la cause des enfants, c'est mettre le combat pour la défense de la famille, c'est mettre le combat pour la défense de la loi naturelle, c'est mettre le combat que nous devons contre la maçonnerie à un niveau qui est le plus insignifiant. C'est-à-dire que ces relations avec égalité et réconciliation qui n'aboutiront de toute façon à rien d'autre qu'à se faire diffuser sur le net des vidéos qui auront certes de l'audience mais qui n'aboutiront jamais à aucune action, eh bien pour cet échange-là, Alain Escada a renoncé à la convergence de toutes les forces vives pour défendre les enfants du gender à l'école. Bah justement, une question sur la véritable réconciliation que pour beaucoup de nos internautes vous semblez symboliser. Est-ce qu'elle se fera également avec les athées et autres agnostiques? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais on aimerait bien... moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que je pense véritablement que la convergence et la réconciliation ne peut pas se faire en dehors de la vérité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si on est un agnostique sincère, que l'on cherche Dieu et qu'on ne l'a pas trouvé, que c'est une recherche de vérité, pourquoi pas? Pourquoi pas? La réconciliation nationale, que je n'ai absolument pas l'intention, en ma personne, d'incarner, certainement pas. Qui suis-je pour ça? Seul le bon Dieu peut incarner cette réconciliation nationale. Déjà, réconcilions-nous avec nous-mêmes, ce qui sera déjà une belle affaire. On en est loin déjà. Tous les jours, je me demande comment faire pour me réconcilier avec moi-même, déjà. Donc j'en suis là. Je ne suis pas au-delà de ça. Donc déjà ça. Donc que chacun cherche la vérité. Voilà, que chacun cherche la vérité. Et c'est en cherchant cette vérité-là que la réconciliation nationale pourra se faire. Je pense, moi, par exemple, à des gens qui pourtant pourraient me paraître totalement éloignés de moi quant aux personnalités qu'ils sont. Et pourtant, je me sens très proche d'eux. Je pense à certains rappeurs, j'en parlais tout à l'heure un petit peu avec un d'entre vous. Je pense à El Gaoui, par exemple. J'aime beaucoup ce chanteur, ce rappeur, qui à mon avis, il n'y a pas un gros mot dans son rap. C'est assez extraordinaire. Là, les paroles sont
sont superbes, le chant est très beau, et c'est quelqu'un qui chante vrai, ce qu'il dit est vrai. Parce que je pense qu'il chante avec son cœur, authentiquement, et que ce qu'il dit, il le pense. Voilà. Et il a lui-même démontré en faisant la publicité d'autres rappeurs, type Demi-Portion, hein, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et pourtant, moi, prêtre catholique, je ne devrais rien avoir à voir avec eux. Et pourtant, on a beaucoup d'idées en commun. Voilà, on a beaucoup d'idées en commun. Donc vous voyez, là, il ne faut surtout pas se fier, contrairement à ce que font certains qui, à mon avis, sont dans des débats surannés, aux apparences que l'on peut avoir les uns les autres, et religieuses, et de choix musicaux, et d'autres. Du moment qu'on défend la vérité sincèrement, je veux dire sincèrement, la réconciliation, elle est là. Elle est là. Alors ne soyons pas trop ambitieux. Réconciliation nationale me semble un mot totalement vu. Je veux dire, la division nationale date d'à peu près la guerre. Aujourd'hui, à une époque où il n'y a plus de chef, où il n'y a plus personne, où nous sommes dans une époque, je ne sais pas où nous allons. Comment pouvons-nous parler de réconciliation nationale? Je n'en sais rien. Il faut faire les choses à petit niveau, à tout petit niveau. Des petits groupes de gens qui pourront, voilà, ça et là, lancer quelques initiatives en commun. Donc je pense vraiment qu'il faut être surtout très modeste et très humble quant à cette finalité-là. Très bien. Je pense qu'on va vous laisser là parce que là, mine de rien, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, oui, parce qu'il circule en ce moment sur les réseaux sociaux que j'ai soutenu Laurent Louis dans l'histoire qu'on nous répercute en ce moment sur l'assurance de Dieudonné. Et encore une fois, je suis une traître, donc je voudrais quand même au moins expliquer 2 ou 3 choses. Toujours les mêmes outils. C'est toujours les mêmes outils. Calomnie, mensonge, insulte, voilà. Donc pas de débat. Déjà à propos de. Et pas de débat. Pas de débat, jamais. Pas de réponse aux mails, pas de réponse aux coups de téléphone. Enfin, c'est comme l'omerta. L'omerta. Donc moi, ce qui me paraît important, c'est de dire quand même aux métanotes ce soir que lorsque j'ai pris connaissance du témoignage et de la situation dans laquelle se trouvait Laurent Louis. Je l'ai contacté. Je ne l'avais jamais contacté. Je l'ai croisé 2 fois dans ma vie, peu importe où, autour de justement Dieudonné Soral. Bien. Je l'ai contacté parce que je me suis dit, il est dans une situation qui est personnellement, certainement très difficile à vivre. C'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est que je voulais justement avoir de sa part son témoignage sur ce qu'il avait à nous dire concernant cette fameuse assurance. Pourquoi? Eh bien parce que mon nom, la JRE, la FAPEC, a à plusieurs reprises été associé au nom de Dieudonné. Donc c'est forcément, à ce titre, une histoire qui me regarde. Je ne peux pas, moi, laisser dans 1 an ou 2 dire que j'aurais participé à une éventuelle arnaque, le sachant ou l'ayant su, alors qu'en vérité, je ne savais rien. Donc il m'a paru extrêmement important, comme je fais toujours, d'éclaircir immédiatement les choses. Et que quel que soit ce qui a pu être, ce que j'ai appelé l'instrumentalisation par Dieudonné de notre existence, et qui a été perçu par le public comme étant un soutien, j'ai quand même pris le risque, effectivement, de me positionner dans la sphère publique très clairement, non pas en faisant des déclarations sur un dossier que je ne maîtrise pas, qui est ce que doit nous apprendre en effet Laurent Louis, mais qui m'importait de connaître, au moins dans la sphère privée, en ayant pris mes responsabilités de présidente de la FAPEC, c'est-à-dire en publiant sur mon site ses propos, puisqu'il est hors de question pour moi que je couvre une éventuelle arnaque, n'est-ce pas? Si cette arnaque se confirme en effet, au nom de la FAPEC, en mon nom propre et au nom de ce que fut la JRE, puisque tout le monde croit que Dieudonné a effectivement soutenu la JRE, sur lequel je ne reviendrai pas, je me suis expliqué. Donc j'ai contacté Laurent Louis, qui a eu la gentillesse de me consacrer le temps qu'il fallait pour m'expliquer ce qu'il en était. J'ai été évidemment effondré d'apprendre ce qu'il a à nous apprendre, et j'attends qu'il vienne s'entretenir avec vous, parce que grâce à Meta TV, nous saurons effectivement ce que Laurent Louis a à dire sur ce dossier auquel il a participé et qu'il connaît de près. Moi, personnellement, j'ai été effondré, donc il n'était pas question
a priori que je remette en cause son témoignage, parce que j'ai bien vu qu'il me délivrait des éléments qui étaient tout à fait vérifiables. Donc il s'agirait effectivement de quelque chose de tout à fait trouble, et je laisse à Meta TV la possibilité de lui donner la parole. Ce n'est pas à moi maintenant tout de suite de dire qu'effectivement ce dossier est trouble, et en quoi surtout il est trouble. Moi j'ai simplement voulu, sortir du cloisonnement dans lequel nous nous trouvons à chaque fois dans ce type de situation, me manifester auprès de quelqu'un que j'ai croisé et pour lequel j'ai pu à plusieurs reprises effectivement partager des points de vue convergents. J'ai voulu aussi que les adhérents de la FAPEC et tous ceux qui se sont engagés, les 125 000 personnes, ne s'imaginent pas que personnellement, en tant que porte-parole de la JRE, présidente de la FAPEC aujourd'hui, je cautionne cela. Il n'est pas question pour moi, que j'aime ou que je n'aime pas Dieudonné n'est pas un sujet. Que je pense ceci ou cela de Laurent Louis n'est pas non plus le sujet. Je crois qu'il faut qu'on revienne sans arrêt à faire comprendre que les fonctionnements sectaires d'idolâtres, ça suffit. Laurent Louis, il est ce qu'il est, moi je ne le connais pas dans sa totalité. Dieudonné, il est ce qu'il est. Le problème, ce n'est pas la personne de Dieudonné, ni encore moins celle de Laurent Louis. Le problème, c'est ce que nous disait l'émir Abdelkader dans sa lettre aux Français, et je comprends maintenant qu'il ait écrit de pareils propos en direction des Français, c'est « il est une nécessité pour l'homme intelligent de considérer la parole prononcée et non celui qui l'a dite ». Donc moi, je ne considère pas la personne de Laurent Louis, je considère son témoignage qui me paraît solide, et j'en appelle Monsieur Dieudonné à faire les choses sérieusement, c'est-à-dire effectivement à rencontrer, comme Laurent Louis le réclame, celui-ci en débat public, mais ailleurs qu'à la Main d'Or. Parce qu'à la Main d'Or, ce n'est pas un lieu de débat sérieux, c'est un lieu de spectacle, et qui appartient de surcroît à Dieudonné. Donc on ne peut pas sérieusement, et là je mets effectivement la parole de Dieudonné en doute, proposer un débat honnête si celui-ci se déroule sur un terrain qui n'est pas neutre. Et le théâtre de la Main d'Or n'est pas le lieu où ce débat doit avoir lieu. Il doit avoir lieu chez vous à Meta TV, dans une salle où il n'y ait pas de public, pas de supporters et pas de fans, c'est-à-dire pas de fanatiques. Et nous saurons ce que Laurent Louis a à dire sur ce dossier et comment Dieudonné répond aux accusations de Laurent Louis. Moi, je pense avoir été honnête par rapport à mes adhérents, par rapport à ceux qui croient en moi, par rapport à ceux qui se disent que je suis, malgré toutes les calomnies, quelqu'un qui préfère la vérité aux intérêts personnels. Et donc, je dis qu'effectivement, cette assurance pose un grave problème et que de surcroît, nous n'avons pas besoin d'assurance aujourd'hui en France. Nous avons besoin que des gens comme vous existent et puissent exister, que d'autres secteurs de la dissidence, avec des moyens plus ou moins honorables, puissent émerger et sortent de l'étouffoir que représente aujourd'hui Égalité et Réconciliation et que n'est plus. Très bien. Encore une question. Farida, regrettez-vous, madame, votre ancien rapprochement avec Alain Soral et Dieudonné, avec le recul? Non, moi je crois qu'il ne faut pas voir les choses en termes de personnes. Je pense qu'il y a le mouvement de l'histoire. Je pense que l'histoire a voulu que ces rapprochements s'opèrent et que de ce point de vue-là, ces rapprochements ont été positifs dans la mesure où ils ont permis des expressions d'un certain nombre de témoignages qu'on n'aurait certainement pas eu sans eux. Donc de ce point de vue-là, je continue toujours de leur rendre hommage. C'est-à-dire que l'existence d'Alain Soral avec tous ses défauts, celle de Dieudonné également avec tous ses défauts, a quand même créé une dynamique dans ce pays. Je déplore simplement que malheureusement, nous sommes en train de découvrir que ces dynamiques étaient moins pour le bien commun finalement de leur point de vue que pour leur intérêt personnel. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas redévelopper, je répète quand même que aujourd'hui en France, on n'a pas besoin d'une assurance ni d'une banque, ni même d'un énième parti politique. Je crois que nous avons besoin de poser les termes du combat de façon concrète, pour que immédiatement soit opérationnel dans la vie de tous les jours un certain nombre d'initiatives. Moi,
je suis engagée sur la question des enfants et c'est sur cette question donc que je vais effectivement insister puisque je pense que l'instruction de nos enfants est un défi aujourd'hui qui devient un impératif. Cet impératif nécessite des moyens, on en a parlé. Ces moyens, nous ne les avons pas, mais nous sommes quand même, en dernière instance, les parents de nos enfants. Et c'est sur les parents, justement, que l'avenir des enfants repose. Alors, en dépit de toutes les difficultés aujourd'hui que les parents rencontrent dans la vie moderne, je leur dis que l'éducation de leurs enfants leur appartient et que cette éducation doit être un souci permanent, qu'ils doivent, pour la réussir, sacrifier à ce monde moderne toutes ces futilités et qu'il ne convient plus à des parents responsables de se lancer de manière effrénée dans des courses consuméristes qui perdent leurs enfants. Et ils doivent impérativement se préoccuper jour après jour de construire une éducation à partir de ce qu'ils sont, de leur identité, et aussi de trouver dans leur environnement proche d'autres parents avec lesquels s'entraider pour mieux élever les enfants, étant entendu que nous sommes d'accord aujourd'hui pour dire qu'à l'école, ils sont en danger. Alors, comment éduquer nos enfants aujourd'hui dans la société moderne qui part totalement en vrille? Je crois que le plus important est de faire qu'ils apprennent correctement déjà à lire et à écrire. Car nous pouvons effectivement penser que nos enfants trouveront dans les sites sur Internet un certain nombre d'informations. Mais faut-il qu'ils sachent effectivement d'abord lire des livres? Je crois que la priorité avant l'écran, c'est le livre. Parce que le livre développe l'intelligence. Et pour avoir accès au livre, il faut forcément maîtriser la lecture et aussi l'écriture. En maîtrisant la lecture et l'écriture, vous maîtrisez l'expression. En maîtrisant l'expression, vous préservez vos enfants de tous les dérapages que la société moderne leur met sous les yeux afin de les tenter. Donc, aujourd'hui, nous avons, en ce qui nous concerne, mis en place le ministère de l'Instruction publique et une formation est tout de suite disponible. C'est celle qui permet aux mamans, aux pères, de maîtriser la méthode syllabique de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes à la maison, évidemment, pallier aux carences de la méthode globale que leurs enfants subissent à l'école. Pour ceux qui font l'école à la maison, il faut savoir que sur le cadre de la plateforme de téléenseignement, j'aurai l'occasion, à partir du mois de septembre prochain, d'expliquer justement quelle est cette procédure d'instruction en famille. Et cette instruction en famille doit aussi se préoccuper de socialiser les enfants, parce que c'est le défaut de l'instruction en famille. Les enfants sont socialisés uniquement, effectivement, au sein du foyer familial et qu'il est nécessaire que ces enfants se confrontent justement à d'autres enfants. Et des associations de quartier qui n'auraient pas plus de, comment dirais-je, d'envergure que cela, mais en même temps qui doivent avoir cette dimension-là, des associations de quartier d'entraide entre les parents me paraissent aujourd'hui extrêmement importantes. Et ces associations de quartier, d'abord, elles n'ont pas besoin d'être déclarées à la préfecture de police, c'est associatif dès lors que toute structure qui rassemble des gens et qui trouverait des activités communes avec des objectifs communs. Les enfants doivent être la priorité. Le MIP apportera tout ce qu'il pourra apporter en fonction de nos faibles moyens. Et je crois qu'en ce qui concerne, par exemple, si je peux me permettre, mon père, de m'adresser directement aux jeunes musulmans, c'est qu'ils connaissent effectivement mieux leur religion, alors qu'en ce moment, on leur fait croire, et par la société, je dirais, islamophobe, ou par des imams peu scrupuleux de l'islam classique, il me paraît important que ces jeunes puissent avoir accès à des interlocuteurs crédibles. Tout à l'heure, le père disait que nous n'avons pas besoin de maîtres. Je modulerai ce propos en disant que nous avons besoin de maîtres dès lors qu'ils sont légitimes et qu'ils se sacrifient pour nous. C'est-à-dire qu'ils soient nos serviteurs. Alors qu'aujourd'hui, les maîtres auxquels nous nous rendons, nous nous mettons à leur service. Un maître, un vrai maître, c'est celui qui se met à notre service à nous. Donc nous avons besoin par exemple de gens comme M. Abdallah Penaud, qui lui aussi a une plateforme de téléenseignement concernant
tout ce que l'islam enseigne et qui pourrait structurer des enfants musulmans en quête de cette identité, parce qu'après tout, elle est bien là, cette identité, et on ne peut pas la nier. Moi, je pense que tant qu'à faire, autant qu'elle soit transmise selon la tradition et non pas selon des modalités, je dirais, qui font de l'islam une arme politique, alors qu'il s'agit d'une foi avant tout. Et M. Abdallah Penaud a une plateforme d'enseignement actuellement qu'il met en ligne, qui s'appelle l'Institut Acharit, et je conseille les parents d'aller voir justement sur cette plateforme de Abdallah Penaud et de son Institut Acharit pour voir quel enseignement ils pourraient délivrer à leurs enfants, qui pourraient les construire dans leur identité de naissance, parce qu'on ne peut pas nier ses origines. Si un jour on doit les remettre en cause, faut-il encore qu'on les ait maîtrisées au préalable, parce que comme je le disais, on ne peut pas s'intégrer sur la base d'une désintégration. Toutes les remises en cause sont possibles, si elles sont souhaitables, ce qui n'est pas forcément mon point de vue, mais en tout cas, il est nécessaire de se connaître, parce que c'est l'objectif de la spiritualité, c'est de se connaître tout de même soi-même. Hein, et c'est la voie qui permet de connaître son Seigneur. Se connaître soi-même, c'est le chemin qui conduit effectivement de se connaître soi-même, de connaître son Seigneur et soi-même. Donc, il y a aussi, par exemple, l'association des jeunes à Lyon qui me paraît extrêmement positive, qui s'appelle Amorizon. Amorizon aussi, qui est une association qui n'a aucun moyen, qui se bat comme elle peut pour essayer de faire connaître l'islam classique, celui qui a été vécu par nos parents et qui n'a fait la guerre à personne. Parce qu'il est important que les jeunes connaissent cet islam qui n'a fait la guerre à personne et qui était celui de nos parents et qui est structurant, encore une fois, même s'il s'agit, comme ça peut arriver pour des adolescents, de questionner cet islam-là, il faut avoir des maîtres qui sont crédibles, c'est-à-dire qui soient à notre service et au service de notre jeunesse. Le père Horowitz est quelqu'un qui, dans le cadre de l'instruction publique, je le lui ai proposé, pour faire aussi la part aux jeunes chrétiens, va délivrer, lorsque le moment sera venu, une sorte de catéchisme à tous ces enfants qui, parce que leurs parents ne vont pas à l'église, ou parce que leurs parents, débordés par les aspects de la vie quotidienne, ne se préoccupent pas de leur transmettre les vérités premières du christianisme, qui ne leur permettent pas de juger ce qu'est le christianisme. Très souvent, les jeunes aujourd'hui vont se rendre vers la maçonnerie ou ce qui est maçonnisé, parce qu'ils ignorent quelle est l'exactitude du message du Christ. Et le père Horowitz est là, peut-être aussi le père Blin, sur le ministère de l'instruction publique, qui pourra faire ce qu'on appelle maintenant le catéchisme et qui devra lui aussi être pris en charge par le ministère de l'instruction publique. Il est important que la jeunesse puisse effectivement disposer d'une éducation spirituelle qui soit digne de ce nom et qui soit désintéressée, qui soit profondément désintéressée. Si il y a un intérêt, quel qu'il soit, autre que celui de conduire le jeune adolescent à la connaissance de lui-même et à la connaissance de son Seigneur, alors on n'aboutira pas à la société de nos rêves. La société de nos rêves, c'est une société qu'on veut baser sur un principe qu'on est tous à vouloir partager, au moins vivre, c'est celui de la paix. En ce moment, on nous pousse, comme le disait tout à l'heure le père Horowitz, vers la guerre. Donc la paix passe forcément par une instruction et une éducation digne de ce nom. L'école ne peut plus la porter. Si je dis que nous devons avoir des perspectives positives, je le dis parce que nous devons cesser, comme le père l'a dit aussi, de croire dans les idoles. Nous pouvons aimer Dieudonné l'humoriste. Moi, j'aime Dieudonné l'humoriste. Mais je n'aime pas Dieudonné qui utilise son talent pour nous tromper et faire de la politique en nous instrumentalisant, alors que ce n'est pas sa fonction. Tel que je le vois sur scène, il n'a pas été créé pour nous tromper. Il a été créé pour que son talent nous permette effectivement d'éveiller nos consciences, sans pour autant, ensuite, tirer la couverture à lui et monter des multinationales. Il est important qu'il comprenne l'amitié que je mets dans les critiques que je forme contre lui, parce que je ne le considère pas comme un ennemi. De la même façon, aussi Soral. Je pense que Soral a un immense talent, mais le talent ne suffit pas pour être légitime. Parce qu'alors à ce moment-là, Roman Polanski a beaucoup de talent.
Or, nous savons qui est Roman Polanski et quel a été son rapport à l'égard de l'enfance. Donc, nous pouvons considérer que comme cinéaste, c'est un grand, mais que comme homme dans ses relations avec l'enfance, c'est un criminel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui a été démontrée même par la justice. Donc moi je demande à Dieudonné de reprendre par exemple sa place naturelle, que Alain Soral reprenne aussi sa place naturelle, que leurs appétits diminuent et qu'ils se mettent au service, s'ils sont réellement des leaders de la dissidence, qu'ils se mettent au service des enfants, au service du peuple de France, et qu'ils cessent avec les manœuvres qui consistent à censurer tout le monde, à insulter tout le monde, à s'enrichir sur le dos de tout le monde, en préconisant un combat qui finalement n'était pas le leur. Donc, la vision positive que j'ai des choses, c'est que chacun doit prendre sa place, sa juste place. Moi y compris, ma juste place aujourd'hui est d'alerter concernant l'école sur la question de l'illettrisme, du gender. Je dois le faire le plus honnêtement possible. Je pense l'avoir fait le plus honnêtement possible parce que j'ai effectivement, comme vous l'a dit le père tout à l'heure, tout donné dans ce combat et que c'est une injustice que ce combat aujourd'hui soit détruit par des stratégies monopolistiques qui ne sont finalement, comme on l'a dit maintenant, au service que de très peu de monde. C'est le bien commun qui doit nous animer. C'est le bien commun qui doit être l'essence de notre engagement. Et si on n'est pas capable, pour des raisons personnelles, d'assumer cette charge, parce que c'est une charge qui est lourde, alors redescendons à des considérations de type professionnel, que Alain Soral devienne un libraire, il pourra être un très bon libraire ou un très bon éditeur, et que Dieudonné se limite à être un clown, et il sera un clown excellent. Mais en aucun cas, ils ne peuvent être des leaders d'un combat que finalement, ils ne respectent pas. Et j'appelle les familles en particulier à prendre en charge l'éducation de leurs enfants, à venir nous rejoindre dans l'instruction que nous allons délivrer sur le MIP et à transmettre à leurs enfants qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Parce que si nous sommes dans la situation aujourd'hui de nous remplacer, le Seigneur de l'univers par nous-mêmes, si le Père Horowitz se prend pour Dieu, si je me prends pour Dieu, si les uns et les autres nous prenons pour Dieu, alors cela veut dire que la maçonnerie a emporté le combat et qu'il n'y aura pas de retour possible. Parce que la défaite, elle est là, c'est de se prendre pour Dieu. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Tout le monde a des défauts et tout le monde a des qualités et chacun doit occuper sa juste place. Et sa juste place, elle est finalement conséquente des dons qui nous ont été donnés et que nous devons mettre en œuvre dans un autre objectif que celui de nous enrichir de manière démesurée. Reprenons le sens du bien commun, pensons aux enfants. Alain Escada, je dirais qu'il doit reprendre le chemin de la convergence de toutes les forces vives où il a joué un rôle magnifique, qu'il ne salisse pas ce rôle qu'il a joué aujourd'hui en cédant à la facilité. Et à nous tous, je dis que la situation, effectivement, me semble vraiment très compromise et très désespérée, mais qu'après tout, n'étant pas Dieu, je ne connais pas l'avenir, et que peut-être, demain, un jour meilleur. Très bien. Père Horowitz. Écoutez, moi je conclurai simplement par une phrase. Évidemment, ce soir, tout ce que nous avons dit peut paraître dur, peut paraître... Il faut bien que les choses soient dites. On ne peut pas se plaindre dans une société où rien ne se dit et où la langue de bois règne partout, et en même temps ne pas dire les choses qui nous semblent importantes, surtout dans un domaine aussi précieux que celui de la résistance, de la dissidence. Et encore une fois, tout ce que nous avons dit là n'est pas pour des attaques face à des personnes, que ce soit Alain Soral, Dieudonné ou d'autres. C'est vraiment pour peut-être permettre de faire le point et de se dire que qu'il faut peut-être reprendre sa place, que chacun reprenne sa place et que tout peut rentrer dans l'ordre et la dissidence pourra peut-être revivre de nouveau telle qu'elle doit être. C'est-à-dire un lieu dans lequel chacun peut résister face à un système de plus en plus oppressant. Voilà. Alors évidemment, il serait... Je ne sais pas comment tout ça va tourner, mais si ce que nous avons dit ce soir se termine par des caricatures, de la calomnie, des sketchs, on aura un peu perdu notre temps. Quoi. Vous voyez, je crois vraiment que ce sont des choses sérieuses qui ont été dites. Graves. Des choses graves, parce qu'il s'agit d'enfants.
Donc quand il s'agit d'enfants, c'est des choses graves qui se disent, c'est pas des choses avec lesquelles on peut tellement s'amuser. Donc j'appelle vraiment chacun à sa responsabilité d'adulte, et que voilà, encore une fois, soyons tous humbles. On a des défauts, tous autant que nous sommes, des qualités, on vient peut-être de loin. Voilà, soyons humbles, nous sommes de pauvres hommes. Souvenons-nous que même si notre gloire a été grande ici, eh bien le jour de notre enterrement, il y a un proverbe qui dit, on n'a jamais vu rentrer un cercueil dans l'église avec un coffre-fort dessus. Voilà, on laisse tout ici. On laisse tout. Donc il faut s'en souvenir. Et même si on a été un grand homme ici, adulé par un tas de fans, eh bien, au bout de 2 jours, notre cadavre commence à sentir mauvais, parce qu'il commence à repartir vers la terre, aussi grand que l'on puisse être été ici. Alors que chacun soit rendu à ça, et que chacun se rappelle qu'un jour, toutes les dettes se paieront, de toutes les manières, au jugement particulier, au jugement général, je crois que c'est le propre de toutes les religions que de croire cela, au jugement général, toutes les dettes se paieront. Donc soyons vraiment bien à même d'entendre ça, de le comprendre, et puis d'en tirer les conclusions nécessaires. Voilà. Et je finirai par cette phrase de Jésus, qui a payé le prix de la vérité, mais c'est la seule manière d'être libre. La vérité vous rendra libre. Voilà. C'est la seule façon d'être libre que d'embrasser la vérité. Le mensonge, on sait à qui il appartient. Amen, amen. Père Horowitz, merci. Est-ce que je peux dire quelque chose à propos du Père Horowitz? Je vous remercie, moi, de nous avoir accordé autant de temps, surtout pour le Père Horowitz, qui est très méconnu, qui n'est pas connu, et j'ai d'autant plus apprécié que vous l'invitiez, qu'il me paraissait tout à fait nécessaire de le faire connaître à une époque où on parle de la convergence avec des catholiques. Eh bien, vous avez compris que vous en avez invité un vrai, et que c'est de ce type de catholique dont nous avons besoin, parce qu'il est impératif aujourd'hui que les propriétaires historiques de ce pays comprennent le message du Père Horowitz, parce que c'est dans cette direction qu'il faut aller si on veut effectivement sauver la France, et la France chrétienne. Très bien. Père Horowitz, encore merci. Merci, et on sera amené à se revoir, quoi qu'il arrive. En théorie, voilà. Appelé. Oui, alors en propos de débat, n'oublions pas que nous devons débattre normalement. C'est-à-dire que si on veut vraiment sauver cette France-là aujourd'hui et cette dissidence-là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les personnalités qui la constituent s'exposent au regard de tous et débattent, y compris de manière contradictoire ou agressive. Je pense qu'on peut parfois arriver à déraper dans l'agressivité, parce que c'est ce qui fait le charme, justement, de notre sincérité. La langue de bois, comme le disait le père, bon, on sait ce que c'est. Puis les sketchs aussi, on sait ce que c'est. Ça rigole, et puis on passe à autre chose. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci et à à vous. très bientôt. Au revoir. Au revoir.